Salut les kids, c'est le cinéma des potes, on vient de voir Gladiator 2, je suis accompagné de Decad et de Zuxip, et on vous en parle juste après ça. It is an art, choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you to greatness. Alors, Gladiator 2, le film qu'on n'attendait pas forcément, c'est bien sûr la suite mythique du film Gladiator 1 qui est sorti en 2000, si je ne fais pas d'erreur, réalisé déjà par Ridley Scott et réalisé encore par Ridley Scott. Dans cette époque antique, on voit les aventures de gladiateurs, c'était déjà le cas dans le 1, avec pas mal de choses sur l'esclavage, la guerre, Rome, la démocratie. Et donc là, on est un peu dans le même contexte, mais quelques années plus tard. Alors en deux mots, Zuxip, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce film, avant qu'on rentre dans le détail? Alors moi je suis plutôt mitigé, il y a une première partie, la première moitié grosso modo que j'ai plutôt bien aimé subjectivement, il y a beaucoup de grands spectacles, il y a des acteurs assez engageants, mais après je trouve que l'histoire part un petit peu en vrille à partir du point du milieu quoi, et à ce moment-là j'ai commencé à moins aimer jusqu'à la fin que je trouve pas terrible. Globalement, effectivement, une suite assez surprenante dans sa relative réussite. On va développer, bien sûr, mais quand même une plutôt bonne surprise dans l'ensemble, voilà, et des bonnes qualités d'écriture, de réal aussi, d'acteurs. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. J'avoue, je représente vraiment ceux qui sont très fans du 1 et qui avaient très peur du 2. Quand j'ai vu le 2 arriver, j'ai fait mais on n'en a pas besoin, vous avez encore massacré un classique, vous allez réécrire l'histoire, donc j'étais extrêmement inquiet. Et j'avoue qu'en sortant, je suis agréablement surpris. On va bien sûr détailler, mais en tout cas pour moi c'est plutôt très positif. Alors tout d'abord, par rapport au film, on va parler de est-ce que c'est une suite justifiée ? Puisque comme je viens de le dire, moi j'avais extrêmement peur, je pense que beaucoup de gens avaient peur, quasiment un quart de siècle après le premier. Et pourquoi on a peur de Gladiator 2, etc. C'est que comme beaucoup de sagas qui sont ensuite refaites avec un épisode suivant des années après, on l'a eu récemment avec Blade Runner 2049 ou des films comme ça, pour moi c'était un film, le Gladiator 1, absolument culte, qui ne nécessitait pas de suite, c'est-à-dire qu'il avait un propos qui se terminait à la fin, il avait un héros, bon, je ne dis pas ce qui lui arrive à la fin, vous verrez si vous n'avez pas vu, mais en tout cas, le 1 n'amenait pas du tout de suite en termes d'ouverture, en termes de contenu, en termes d'envie, voilà, de faire ça. Donc quand on voit une suite arriver 25 ans après, quasiment, on se dit waouh, c'est ultra mercantile, c'est parce que c'est un gros hit, et comme le fait Hollywood depuis plusieurs années, on reprend des gros hits, des Ghostbusters, etc., on met un gros chèque pour le réal et compagnie, voire même pas le même réal d'ailleurs, et on fait un truc très mercantile qui est, on fait du fan service typiquement, tu vois, ça fait beaucoup sourire des franchises comme Star Wars. Maintenant, là où j'attendais quasiment presque le film sur le principal point, c'est que moi ce qui m'a plu dans Gladiator 1, c'est que c'est un film qui a beaucoup d'action, qui est riche en termes d'univers, de photographie, de belle musique, etc., mais qui a en plus un petit propos sympa sur un engagement un peu politique, sur la place du père, sur la démocratie, etc. Et je me dis, quitte à faire une suite, il faut que dans le même ADN de Gladiator, il faut qu'il y ait un peu de propos. Et je suis agréablement surpris, parce qu'en fait, je n'attendais pas de suite, comme vous l'avez compris. Et le film a un propos, voilà, que je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, il s'adresse à des questions un petit peu politiques. Alors, proportion gardée, je pense que Descartes en parlera probablement. Ça reste un blockbuster, ça reste un péplum, etc., avec de l'action, etc. C'est pas non plus un film philosophique. Ils ont réussi, ce tour de force, selon moi, un tour de force, de rendre ce film tangible, crédible, 25 ans après. Si on pose les bases d'une histoire qui est convaincante et qui est cohérente avec la première histoire qui est venue, pourquoi pas ? Donc voilà. Oui, mais c'est quand même plus dur avec un film qui n'amenait pas de suite. C'est plus dur de faire une suite à Titanic, par exemple, qu'à un Star Wars, tu vois. Oui, d'accord, oui, ça je suis d'accord, évidemment. Évidemment, le film Gladiator, le premier film Gladiator, était une histoire complète. La fin de l'histoire était la fin de l'histoire. On pouvait espérer des meilleurs jours le lendemain, mais voilà, à la fin de Gladiator, Russell Crowe meurt, et c'est... Bim, spoil direct, spoiler, bam, bam, bam. Spoiler sur un film il y a un quart de allez. siècle. Ouais. Donc non mais c'est bon, je peux spoiler sur Gladiator premier, ça, vous m'emmerdez à la fin. Et donc effectivement, on sort Gladiator 2 un petit peu de nulle part. Je pense que c'est ce que Maximus voulait dire par est-ce que c'est un film qui se justifie, mais à partir du moment où on écrit un scénario qui est cohérent avec le premier film, qui continue ce que le premier film a commencé,
c'est ça qui justifie l'existence du film. C'est pas est-ce que c'est fait 25 ans plus tard, est-ce que c'est fait par le même réalisateur, est-ce que c'est fait avec les mêmes acteurs. C'est pas ça qui justifie l'existence d'un film pour moi. Moi, c'est ce que j'appelle les bonnes suites qui sont faites, mais pas pour des bonnes raisons. À la base, ça peut être le cas des films comme, je sais pas, Top Gun Maverick ou des trucs comme ça, où tu sens qu'à la base, ça part d'une envie de refaire de la thune sur un truc que les gens ont bien aimé. Mais ça n'empêche pas de le faire bien. C'est-à-dire que l'intention est pas bonne, mais quand on s'y met, quand on travaille bien, quand on a l'amour pour le matériau de base et l'envie de faire bien, on peut faire un truc pas si mal en fait. Et moi je trouve que c'est plutôt le cas de ce film, en tout cas par rapport au premier film. Oui, effectivement, on peut quand même discuter de est-ce que ce film-là a un scénario suffisamment solide et cohérent avec le premier pour justifier son existence. Et à cette question-là, moi je répondrais plutôt non. Je pense pas que l'écriture de ce film-là parvienne à me convaincre de la justification de son existence. On aurait pu s'en passer, en somme. Ce que je trouvais quand même intéressant dans Gladiator 2, c'est qu'en fait, ça fait presque un univers étendu, presque. Parce qu'on commence à voir justement ce qu'on n'a pas vu dans le 1, les extensions, qu'est-ce qui se passe après, des choses comme ça. Donc là, on est 16 ans après, ils disent au début du film 16 ans après. Donc c'est vraiment, alors si vous posez des questions, parce que moi je me posais la question, c'est vraiment la suite archi directe. Il y a Connie Nielsen, par exemple, qui est encore là. C'est pas genre 200 ans après, par exemple. Moi, je sais qu'un truc qui m'a fait assez peur et finalement j'étais rassuré, c'est que ce que je déteste dans les soft reboots qu'il y a en ce moment, etc., ou les suites des années après, c'est que souvent on te refait les mêmes scènes en disant ah mais les gens ont oublié, il y a les jeunes maintenant, donc on refait la même scène avec d'autres effets spéciaux. Et franchement, il y a des moments où j'avais très peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des choses qu'on a vues dans Gladiator 1, mais là où je trouve que c'est bien écrit pour le coup, c'est qu'il y a toujours un petit peu le truc un peu nouveau, le twist des personnages qui se comportent différemment dans un terrain un peu connu. Donc il y a suffisamment de fraîcheur et de choses surprenantes dans l'écriture, bien qu'on soit dans un monde vraiment Gladiator. Et là, si vous êtes fan comme moi du premier, vous allez adorer de nouveau dans cet univers. Là où c'est vraiment une réussite pour moi, une prouesse d'écriture, c'est qu'on retrouve tout de suite les marques, on retrouve cet univers-là, il est tangible, et on a plaisir à se retrouver de nouveau dans cette Rome antique, vue par ces scénaristes, vue par Ridley Scott. Moi, à propos de l'écriture, alors paradoxalement, on a oublié de le dire, mais moi, je préfère encore le premier au deuxième, quand même, faut le dire. Au niveau de l'écriture, c'est marrant parce que l'écriture du 1 est assez simple, en fait, presque naïve par instant, je trouve. Très pure aussi, on peut voir le bon côté des choses. Alors que là, dans le 2, il joue justement sur une complexité, sur un peu plus de personnages, mais aussi beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus de dramaturgie dans la dynamique des personnages. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe et beaucoup plus riche en termes d'ironie dramatique, en termes de tout le potentiel qu'on peut avoir, en termes de manichéisme aussi, là où dans le premier film c'est quand même assez vite défini les gentils, les méchants et les objectifs. La simplicité et la pureté du 1 fait sa force quelque part. Ce qui fait la force du 2, c'est cette complexité justement. Je pense qu'il aurait pas réussi s'il avait essayé de refaire un truc hyper simple. Ça aurait fait très copie, très la même chose, très redite. Là justement, de complexifier les choses, de changer un peu le contexte, de changer les énergies, de renverser un petit peu tout ça. Je trouve que ça fait vraiment la force du film. Et il y a vraiment de très beaux moments, presque une écriture presque théâtrale à plein de moments, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et voilà, moi c'était une très bonne surprise en tout cas pour moi à ce niveau-là. Peut-être je vais rien révéler, mais bon, la fin que je trouve peut-être, pour le coup, peut-être un petit peu naïve, compte tenu de toute la complexité qu'on a eu avant. Un peu dommage pour ça, mais globalement, c'est un truc qui m'a vraiment séduit, quoi. C'est vrai qu'il y a cette simplicité, comme tu dis, presque naïve dans le 1, qui pour moi va avec le personnage de Maximus, avec son espèce de droiture pure. Et donc je trouve que la complexité que tu as dans le 2, là, dans Gladiator 2, va avec la complexité des personnages, parce qu'on a notamment le personnage joué par Denzel Washington, qui je trouve est beaucoup plus complexe que des persos qu'on a vus dans le 1. Perso que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs en termes d'écriture. Je trouve qu'il amène vraiment des aspects intéressants dans la dramaturgie. Je pense que ça commence assez bien. Je pense que la quête principale, on va dire, du protagoniste est assez intéressante. Elle est similaire à celle de Russell Crowe dans le premier Gladiator, mais avec suffisamment de différence pour que ça devienne intéressant, avec suffisamment de complexité rajoutée pour que ça devienne intéressant. Après, c'est vrai, les personnages dans l'ensemble sont plus complexes que les personnages du premier, notamment Denzel Washington, notamment le général romain qui est joué par Pedro Pascal. Après, je trouve que sur l'écriture, alors pas forcément des personnages, mais l'écriture des événements, il rajoute de la complexité là où il n'y en avait pas forcément besoin.
moi je trouvais le conflit entre le protagoniste et le général joué par Pedro Pascal déjà suffisamment intéressant pour tenir tout le film. En fait, on pouvait faire tout le film là-dessus. On pouvait avoir une fin assez cathartique, une leçon morale, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait juste avec cette histoire-là. Ça aurait suffi au film. Donc en fait, effectivement, le général Acacius et son conflit avec le protagoniste, pour moi, ça aurait trop ressemblé limite au 1 justement. Ce serait un peu trop redit dans ce truc un peu direct de vengeance, etc. Alors oui, comme j'ai dit, c'est similaire, mais là où il y a de la divergence, où il y a de la différence avec le conflit du 1, c'est que dans le 1, Joaquin Phoenix c'est un personnage absolument exécrable. On sait que c'est le méchant, il arrive, il dit c'est moi le méchant, Non, il moi, fait je des trouve trucs que de méchant. Il y a son côté. Il y a mon côté. Il Tout de fait suite, ce des serait trucs le méchant de là. méchant. Je crois qu'il essaye de violer sa sœur à un moment dans la Non, première scène. non, mais ça arrive Enfin, bon. à tout le monde. Voilà, c'était pas un bon jour pour Joaquin Phoenix ce jour-là, le jour où il a essayé de violer sa sœur dans Gladiator 1. Donc voilà, enfin, c'est vraiment un méchant sans équivoque dans le premier, et ce qui est intéressant dans le deuxième, c'est que Pedro Pascal n'est pas un méchant sans équivoque. Il a un idéal, il a un objectif plutôt noble, je dirais, et c'est un gentil qui est aux ordres des méchants en fait. Pour moi, c'est un bon scénario, une bonne histoire de base qui monte jusqu'à la moitié du film et après qui part un petit peu en vrille jusqu'à descendre à des niveaux assez faibles, qui descend à la fin avec des côtés un petit peu naïfs comme disait Decade. Et voilà, donc un sentiment un petit peu mitigé par l'écriture. Je pense qu'il y a une bonne histoire là en dessous, mais il faut enlever, dégraisser un petit peu la complexité qu'il y a autour qui n'est pas forcément nécessaire. Et je trouve que ça s'équilibre pas mal. Je trouve qu'on se perd pas trop dans des sous-intrigues inutiles. Je trouve que dès qu'on se dévie un petit peu, quand même, ça nous ramène toujours un peu au sujet principal et ça nourrit, je trouve, le sujet principal. On part pas vraiment dans des trucs de... Attends, vraiment, pourquoi on nous parle de ça, là, vraiment ? C'est à chaque fois, ça enrichit le truc central, moi, je trouve. Juste pour rebondir rapidement sur ce que disait Descartes, sur notamment les sous-intrigues, le problème, entre guillemets, pour moi, c'est que arrive un point dans le film où les sous-intrigues prennent le pas, prennent le dessus sur l'intrigue principale. Et ça perd un petit peu le scénario, je trouve. Moi, je voulais aborder un petit peu quand même le sous-texte politique, qui est quand même très important, qu'on n'en a pas parlé, on n'a parlé que d'intrigue, mais il y a quand même tout un message politique, justement, sur comment changer les choses, comment jouer, tout le concept même de politique, même de base, c'est même dit littéralement dans le dialogue, dans un moment assez savoureux. Mais vraiment, on comprend vraiment les rouages de stratégiques politiques. On a l'impression d'être dans House of Cards par moment, version romantique. Voilà, donc il y a un côté assez réjouissant. Là aussi, c'est pas que l'action, c'est pas que le spectacle. Le premier film, finalement, ce message politique, était finalement assez simple. Il était là, mais était quand même effleuré, léger, vraiment en second plan. Voilà, on peut s'y intéresser, mais c'est très symbolique, très lointain. Là, on plonge vraiment dedans, vers les rouages. Voilà, et vers qu'est-ce que c'est une société, qu'est-ce que c'est de faire le bien au final, qu'est-ce que c'est que reconnaître son ennemi, comprendre contre qui on se bat, à quel moment, et aussi le timing aussi de tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fascinant, en tout cas cet aspect, au-delà du côté mourir, pas mourir, action, pas action, quoi. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Et justement, à propos d'action, on va en parler. Parce que Gladiator, c'était quand même une référence de scène d'action péplum. Ça avait d'ailleurs rafraîchi le péplum qui était un peu tombé en désuétude. Et donc là, 2024, papy Ridley Scott, parce qu'il commence à être âgé, je crois qu'il a dépassé les 80 ans. Est-ce qu'au niveau de l'action, du grand spectacle, est-ce que ça tient la route ? Bon, Ridley Scott, c'est sûr que c'est plus le même réalisateur qu'il y a 24 ans. Il a forcément un peu changé, un peu vieilli, c'est forcément un peu différent. Mais je trouve que dans ce film, ça va. C'est plutôt le bon côté de sa forme, je trouve. Effectivement, quand on met côte à côte le 1 et le 2, tu sens encore une fois, il y avait une pureté, il y avait un truc assez magique quand même dans le premier Gladiator, une esthétique. Il y avait quand même des moments très très beaux. On avait encore Ridley Scott très très styliste, qui savait vraiment en plus varier un peu les ambiances. Là, on est un peu dans quelque chose d'un peu toujours dans les mêmes teintes, mais c'est l'esthétique qui l'intéresse maintenant. C'est quelque chose de très chargé avec toujours beaucoup de monde, pas mal de couleurs. Il y a un côté un petit peu plus bordélique, mais c'est pas gênant dans ce film. En tout cas, c'est pas moche. On sent aussi qu'entre-temps, Ridley Scott a pris goût pour un certain gore, qu'il a poussé un petit peu plus dans le film que dans le film d'avant. Mais ça, on le retrouve dans tous ses derniers films en même temps. C'est devenu une signature de Ridley Scott maintenant. Donc, moi, ça m'a pas gêné. Je trouvais que c'était encore une fois une variation intéressante par rapport au premier film. Voilà. Moi, déjà, je veux rassurer, c'est que par rapport à des films d'action qu'il y a maintenant en 2024, parce que là, on parle beaucoup de la comparaison par rapport au 1, qui est un film culte, donc c'est toujours difficile comme exercice.
et surtout de se renouveler quand c'était le même réalisateur qui a fait le 1. Franchement, la base de scène d'action de grand spectacle, elle est là, elle est de qualité. C'est-à-dire, faut pas mal interpréter ce qu'on dit. C'est pas genre des scènes un peu chiantes. En fait, les scènes sont assez sympas. C'est juste qu'effectivement, elles sont un peu moins fraîches parce qu'il y a des choses un peu déjà vues par rapport au 1. Et que, effectivement, Ridley Scott, tu sens que c'est pas sa priorité aujourd'hui. Il fait des trucs. C'est un réalisateur de ouf, c'est un réalisateur de talent, c'est même un génie sur pas mal de points. Mais tu sens qu'en fait, il fait un peu le tarif minimum de ok, je vous envoie, comme tu dis, des flèches, des boulets de canon, je vous envoie des chariots, des trucs, etc. Des animaux, voilà. Mais tu sens que son propos, il est plus là, il met beaucoup plus d'énergie sur justement ses personnages, son intrigue, la politique, le propos, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus rail, on va dire, que créatif qu'on avait dans le 1. Mais comme ça part de très très haut, même en étant un peu moins bien, je vous rassure, c'est au-dessus de la moyenne de tout ce que vous voyez actuellement dans les films d'action, on va dire standard. Voilà. Donc vraiment, si vous cherchez d'aller voir un bon film d'action et de spectacle, vous l'aurez. Alors il y a du fanservice quand même, il y a du fanservice, tu sens qu'il y a des trucs, des phrases, les plans sur le Coliseum, etc., etc. Mais ça tombe jamais dans la grosse lourdeur, justement pas comme dans les Star Wars récents. Et donc là, ça va, c'est des choses qui se ressemblent, mais il y a de la nouveauté, donc on est toujours un petit peu intéressé. Et comme le reste de l'écriture suit, ça va. Vraiment, en tout cas, moi, en termes de spectacle, j'ai pris ce qu'il fallait et je me sens pas du tout trahi là-dessus. Ce qui m'a le plus frappé dès le début du film, c'est l'attention aux détails. Il y a vraiment beaucoup de détails, notamment dans les scènes d'action, des chorégraphies avec beaucoup de figurants, des costumes incroyables. Enfin ça, on comprend pourquoi les fascistes adoptent cette esthétique, parce que c'est à voir étalé à l'écran comme ça. Non mais c'est vrai, c'est beau à regarder. Et c'est impressionnant, c'est intimidant, et ça rend super bien à l'écran. Et cette attention du détail, elle se retrouve vraiment dans tout le film. Il y a vraiment toujours quelque chose qui se passe dans le background, en tout cas quand c'est des scènes à l'extérieur, qui se passe dans Rome. Il y a toujours un personnage qui fait quelque chose derrière. On n'a pas un sentiment de bâclé dans les scènes, en tout cas. On n'a pas un sentiment de bâclé. Moi, notamment, je reviens encore à ces scènes d'intro. Je trouve que c'est l'une des scènes les plus impressionnantes du film, et c'est ce que je me suis dit dès le début, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière cette scène. Il y a beaucoup d'argent, ça évidemment. Effectivement, ce qui a toujours fait la force pour moi de Ridley Scott, quel que soit le film, parce qu'il a fait des très bons films, il a aussi fait pas mal de médiocres, moins bien aussi, faut le dire. Il a toujours ce sens du détail. Par contre, il est toujours fasciné par les décors, les accessoires, les costumes, la lumière. Il y a toujours un truc c'est toujours fignolé. J'ai l'impression qu'il lit pas le scénario, il fait OK, ça parle de la romantique, je vais le faire. OK, ça parle de l'Égypte. OK, on a l'impression que ce qui l'intéresse de toute façon, c'est un prétexte pour faire de la mise en scène, pour créer des décors, pour se perdre dans cet univers. Et du coup, la qualité des films de Ridley Scott se mesure finalement à la qualité du scénario. Finalement, ça ne tient qu'à ça, parce que j'ai l'impression qu'il les lit pas, il fait ouais, c'est nul, c'est pas grave. Et là, on a la chance d'avoir, comme on l'a dit, un bon scénario. Du coup, ça se ressent aussi dans la mise en scène. Donc finalement, l'inspiration vient mieux quand le scénario est mieux. Mais j'ai déjà vu des très mauvais Ridley Scott où la mise en scène était super, mais le film est à chier parce que le scénario est à chier. Par exemple, c'est un peu ça, Prometheus, sans dire qu'il est à chier. Il y a des gros problèmes d'écriture, alors que la mise en scène de Ridley Scott est magnifique. Non, mais des films comme Cartel, Exodus, c'est des films très très impressionnants, mais scénario tellement pourri que ça tire tout vers le bas. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est cool pour une fois, c'est un plutôt bon cru, sans jeu de mots, avec le film Une grande année de Ridley Scott que je vous conseille. Des films chouchou. Tout le monde se fout de ce film, tout le monde l'a oublié, sauf peut-être Didier Bourdon qui jouait dedans. Vous mettrez un extrait de ce film de Ridley Scott avec Russell Crowe aussi pour les fans. You're selling la Ciroc? News travels fast. You would take me away from my vines and take away my last few chances of immortality. Afraid so. Be in touch. Mais effectivement, faut nuancer et dire quand même que, mine de rien, dans le premier Gladiator, il y a quand même pas mal de plans mythiques, je pèse mes mots, mais il y a vraiment des moments qui, dès le premier visionnage pour moi à l'époque, c'était ok, scène mythique, plan mythique. Là, c'est un petit peu moins le cas. C'est du bon taf, c'est soigné. Mais je trouve qu'on n'atteint jamais ce niveau de mythique, à part peut-être quelques secondes ici ou là. Tout ça pour dire que maintenant, on va quand même parler aussi des acteurs. Parce qu'ils portent le film, notamment dans le 1 Gladiator, il y a quand même
le couple Joaquin Phoenix, Russell Crowe qui est mythique. Les acteurs, c'est plutôt un point positif. Alors, pas tellement l'acteur principal. J'ai trouvé que c'était un acteur assez solide dans les scènes d'émotion, ou les scènes d'effort, les scènes de douleur. Mais alors, par contre, niveau charisme, c'est pas Russell Crowe. Les scènes où il doit aller, les gars, on va tous les buter, je me dis, ouais, je sais pas trop pourquoi ils le suivent. Dès qu'il arrive dans la bande de gladiateurs, il devient le chef des gladiateurs, mais il n'y a aucune scène ou aucun discours qui vraiment justifie ça. C'est vraiment, je suis le protagoniste, donc je suis le chef. Et ça clash un petit peu avec son manque de charisme. On aurait pu très bien le garder comme gladiateur quelconque parmi d'autres. Denzel Washington qui crève l'écran, il y a Pedro Pascal qui crève l'écran, en tout cas pour moi. Ils sont très justes, ils gardent leur justesse du début à la fin du film. Vraiment, il n'y a aucune scène où ils sont en dessous. Les jumeaux, c'est un petit peu compliqué de parler des jumeaux, ils sont un petit peu calqués sur un modèle un petit peu désuet qui avait déjà été utilisé sur Joaquin Phoenix à l'époque, qui est connu dans le monde de l'écriture comme étant codé gay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on va avoir un personnage masculin mais qui va avoir des manières assez féminines, qui va se mettre du maquillage, qui va porter des habits féminins, inspirer des manières gays, inspirer des habitudes ou des coutumes gays, comme se mettre du maquillage alors qu'on n'est pas forcément homosexuel. Donc voilà, c'est très codé gay sur ces personnages-là, et souvent c'est utilisé pour des personnages méchants. C'est les méchants en général à qui on applique ces codes-là, parce que il y a une perception désuète que les personnages gays sont pervers, une déviance mentale, et donc la déviance mentale sexuelle accompagne la déviance mentale de la violence, de la tyrannie, de la cruauté, etc. On a ces ficelles-là, c'était déjà un petit peu démodé à l'époque où il l'avait fait avec Joaquin Phoenix, ça l'est encore plus aujourd'hui dans notre société, c'est devenu un petit peu inacceptable. Je ne sais pas s'il va se prendre des flèches là-dessus, mais à mon avis, oui. Et voilà, donc pour revenir à l'aspect technique de ce que c'est quand un personnage est codé gay, c'est on a un personnage qui va parler avec une voix aiguë, qui va avoir des accès d'hystérie, qui va être déraisonnable, et qui est très cabotin, qui va surjouer beaucoup. Et j'ai pas de problème fondamental avec leur jeu. Je pense qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Je suis pas forcément d'accord avec l'angle qu'on leur a demandé de faire, la façon de coder gay qu'on leur a demandé de jouer. Mais après, c'est pas tant que c'est démodé ou que c'est pas acceptable socialement, c'est plus, ça a déjà été fait avec Joaquin Phoenix, on n'avait pas besoin d'une redite de ça, on pouvait inventer quelque chose de nouveau pour ces personnages-là. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être cruel ou tyrannique. C'était vraiment le point bas au niveau des acteurs et des personnages. J'étais assez déçu de ces méchants-là, même si le film, on l'a déjà dit juste avant, est un peu plus complexe. En tout cas, cette espèce de copie de style à la Commodus de Joaquin Phoenix dans le 1, ça m'a plutôt déplu. C'était presque caricatural, voire parodique. Donc ces personnages-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Même si, comme tu le dis, j'ai rien contre les acteurs, ils font ce qu'ils font, ils le font bien. Mais par contre, c'est vraiment l'angle choisi, ça m'allait pas du tout. Il y avait tellement mis d'autres choses qu'on pouvait faire avec des empereurs sans refaire ça. Ça c'est vraiment mon point noir. Après, pour le reste du casting, et alors je vais parler tout de suite moi de Denzel Washington. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Alors il avait fait Equalizer 3, je crois, des trucs comme ça, mais vraiment dans un film un peu majeur. Et franchement, comme tu dis, il crève l'écran. Son personnage, son incarnation, son intensité de jeu dans chaque scène, où t'as du mal à le cerner au début, mais c'est complètement volontaire, hein. C'est pas parce qu'il joue mal, c'est parce qu'il joue extrêmement bien. C'est un personnage qui est dans une zone grise que j'adore, qui se définit au fur et à mesure du film, enfin qui se révèle au fur et à mesure du film. Et vraiment, Denzel Washington, là, pour moi, c'est une prestation géniale. Alors moi, je vais parler évidemment de Paul Mescal, qui est quand même le protagoniste du film, qui a la lourde tâche de remplacer ce monstre de charisme qui est Russell Crowe, quand même. Alors moi, je le connaissais un petit peu déjà. J'avais vu 2 films avec lui. Il fait plutôt des films indés, plutôt d'auteurs qui sont sortis peut-être il y a 1 an, 2 ans. Quoi. C'est un acteur assez nouveau quoi, sur la scène. Alors, il a fait un film qui s'appelle After Sun, donc, qui est un film vraiment très petit budget, très intimiste, très très mélancolique, assez chouette, hein, vraiment dans le genre, hein, je recommande plutôt. Et lui évidemment incroyable dedans. Et un autre film que j'adore de cette année qui s'appelle Sans jamais nous connaître, pareil un petit peu confidentiel mais vraiment très très beau et très tragique aussi. Voilà, il fait des films très joyeux, mais encore une fois il était super dedans avec un rôle très différent du premier. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette connaissance de lui comme vraiment un acteur sensible, subtil, qui apporte ce genre de prestations, donc j'étais curieux de le voir dans quelque chose de
de badass musclé qui pète des gueules et coupe des coups. Et bah moi j'ai pas été trop déçu. Je trouve qu'il a amené justement cette sensibilité, justement cette subtilité. Effectivement, quand il faut partir dans des trucs de charisme pur où il faut faire des speeches et tout, peut-être que c'est pas totalement c'est pas totalement son style finalement. Je suivrai pas forcément sur le champ de bataille quoi. Ça sonne un peu faux. Voilà, ça sonne, on est un peu juste au niveau de l'énergie peut-être, au niveau de la force charismatique, voilà. Mais je trouve que pour tout le reste, tout ce qui est subtil, émotion, machin, je le trouve vraiment très bien. Après, encore une fois, il se confronte à quand même quelque chose. Russell Crowe, c'est quand même quelque chose. Russell Crowe, en plus dans Gladiator, qui est peut-être son rôle le plus emblématique. C'est compliqué, forcément. Donc, je pense qu'on va forcément le voir comme le Gladiator moins bon. Par rapport à l'autre, mais je trouve qu'il se défend vraiment bien et qu'il apporte vraiment plein de bonnes choses, et y compris pour moi dans les scènes de bataille, sa façon d'être vraiment vif, rapide, je sais pas, je sentais une intelligence dans ce qu'il faisait et pas un mec qui suit bêtement une chorégraphie. Je sentais vraiment un côté vrai dans ce qu'il faisait, quoi. Voilà. Moi j'aime beaucoup les deux jumeaux, je trouve que justement cette espèce de figure un peu chaotique, evil, machin, ça m'a plu, même si c'est une recette déjà éprouvée et c'est un peu de Joaquin Phoenix pour le prix d'un, quoi, un peu, pour le coup. Mais j'aime bien cette idée d'un pouvoir devenu fou et de gens qui essayent de compenser ça par de la raison mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont beaucoup trop fous, quoi. Voilà. Alors l'émission touche bientôt à sa fin et il faut quand même qu'on se pose une question sur la BO de Gladiator 2 puisque la BO du 1 était complètement culte. Donc qu'avez-vous pensé de la musique ? Et puis après on va aller doucement prendre votre avis final et une note. Encore une fois, on se frotte à quand même quelque chose d'assez mythique, en tout cas dans les années 2000 récentes, en tout cas en termes de bande originale. La musique du premier Gladiator est quand même assez incroyable, elle a fait beaucoup de petits depuis en plus, beaucoup de BO ont pompé un peu ces thèmes. Celle-là on retrouve l'inénarrable Harry Gregson Williams qui est là depuis très longtemps, qui fait de la musique de film. Il a jamais fait une bonne musique de film pour moi, faut le dire. Toujours, pour moi il rend service. Voilà, il a toujours été là, il était même là à l'époque de Hans Zimmer quand il faisait il est en 2000, il était là. Voilà, c'était le second couteau, machin, bon. Agréable mais très oubliable. Alors évidemment c'est pas une musique horrible, il y a quand même des citations des anciens thèmes et tout, c'est cool, mais faut reconnaître que comparé à la musique du premier film on n'est pas du tout au niveau, ça c'est encore dommage, mais c'est comme ça dans à presque tous les films, donc bon, je vais pas celui-là fait pas exception, voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas une musique aussi bien que celle du premier. En général, j'ai plutôt tendance à taper sur Zimmer par rapport à d'autres compositeurs plus classiques que j'aime. Là, pour le coup, c'est Zimmer que je mets en piédestal et qui était le modèle à égaler. Et pour moi, il a pas du tout réussi à l'égaler. Néanmoins, ça reste une musique sympathique. Bon, après, la BO du 1, je l'ai tellement usée que j'ai fait fondre ma chaîne IFI, je pense. Tellement c'était une BO culte de Hans Zimmer, complètement inspirée, vraiment, voilà. Mais je suis un peu moins dur. C'est-à-dire que je remets toujours dans son contexte de film de maintenant, quand même, faut que je compare où on est le cinéma aujourd'hui. On est sur des moments de BO qui sont moins thématisés, enfin moins à thème, on va dire, qu'il y a 25 ans, 30 ans, etc. Tu veux dire que tu nivelles par le bas ? Non, un petit peu. Mais non, parce qu'en fait, il faut que les gens puissent un petit peu avoir de la référence par rapport parce que vous allez entendre dire c'est horrible, et puis vous allez trouver probablement cette BO largement supérieure à du Fast and Furious 10 et des trucs comme ça, tu vois. Bah oui, désolé quoi. Mais en fait, c'est juste qu'elle est plus oubliable, elle est pas mauvaise, elle est plus oubliable, et ce qui est dommage vu le film et vu la saga, que celle du 1, mais qui encore une fois est probablement imbattable. Bon, à chaque fois qu'il y a des citations de la BO du 1, ça marche très bien, parce que les petites notes fonctionnent, c'était tellement inspiré que même les petites citations de la musique, ça marche bien. Et j'ai quand même trouvé sur un ou deux morceaux, sur des moments assez calmes d'ailleurs, des petites inspirations, des petits moments de bravoure de Harry Gregson Williams qui fonctionnent quand même. De base, c'est pas ma BO préférée, mais je reconnais que effectivement dans ce film, quand ce sont les thèmes de Hans Zimmer qui sont utilisés en référence à des personnages ou à des événements du passé, ça prend le dessus sur la BO qui a été composée donc par ce nouveau compositeur, enfin nouveau ancien, mais un compositeur que je ne connais pas, ou que je connais en tout cas beaucoup moins bien que Hans Zimmer. C'est pour ça qu'il est très oubliable. Voilà. Il a toujours été là. Il a fait 1000 trucs. Il a fait 1000 trucs. Du tout, il n'y a aucun moment où on sort du film à cause de la musique, je pense pas. En tout cas pas pour moi, un niveau subjectif, mais voilà, c'est oubliable. Et ben voilà, il est temps de conclure et de donner votre note, comme il est de tradition dans l'émission. Et je vais commencer par Zuxip, ta note.
Eh bien moi je vais lui mettre une note de 6 sur 10. En somme, c'est pas un film que j'ai énormément apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié sa première partie, encore une fois, l'histoire, le spectacle. Je reconnais que c'est du grand spectacle sur toute la durée du film avec beaucoup d'attention au détail, une bonne réalisation. Mais je trouve que l'histoire se perd trop en complexité. Elle rajoute des sous-intrigues qui n'ont pas lieu forcément d'être. Et voilà, c'est pour ça que je lui mets une note qui reste à 6 sur 10 et pas plus. Bon, moi, en conclusion, comme je disais, c'était plutôt une bonne surprise. J'y allais en me disant, bon, effectivement, la suite de trop, mais on sait jamais, pourquoi pas. Ah, des nouveaux acteurs. Voilà, beaucoup d'éléments nouveaux qui peuvent donner aussi de l'espoir. Et je trouve que ça a plutôt payé, en tout cas au niveau de l'écriture, comme je disais. La réal qui suit plutôt, des acteurs inspirés. Voilà, c'est honnêtement une suite. Alors, ça se hisse pas à la hauteur du premier, comme on a dit. Mais ça a d'autres charmes et ça apporte d'autres trucs. Et je trouve que c'est une plutôt bonne suite, bien solide, vraiment satisfaisante. Et risqué d'un film que beaucoup de gens aiment. Donc voilà, pour tout ça, je peux lui mettre un 7 sur 10. Et donc pour moi qui suis un énorme fan du premier, vous l'avez compris, j'ai pas du tout été déçu, j'ai même plutôt été emballé. Alors effectivement, ça vaudra pas le premier, mais c'est un très bon film de 2024. C'est une très bonne suite, c'est solide, je le reverrai avec plaisir. Voilà, il y a vraiment des choses intéressantes, j'ai envie de le revoir pour des petites subtilités, des choses dans le film. Et donc pour tout ça, je lui mets la note de 7,5 sur 10. En tout cas, si c'est votre genre de film et que vous avez aimé le 1, allez-y, vous serez plutôt conquis, je pense. Voilà. C'est parti, Roma Victor, tu peux couper. The odds are against you. The odds are always against me.